parole en ce moment. Nous allons un peu le suivre parce que d'ici quelques instants, le président de la République passera pour prendre la parole. Alors écoutons un peu cet intervenant qui est là. Les droits de l'homme s'imposer dans le monde entier ne s'est pas concrétisé. Nous constatons toujours un écart entre l'engagement des États et la réalité. Excellence, c'est là l'importance capitale de ce Conseil des droits de l'homme. Nous devons aborder ici et maintenant les sujets désagréables. Les droits de l'homme sont insuffisamment mis en œuvre, voire systématiquement violés dans de nombreux États. Nous faisons souvent un pas en avant, puis deux pas en arrière. L'agression militaire russe nous le montre. Mais cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras. Nous ne remettons pas non plus en cause la loi et la police parce qu'il y a des infractions et des crimes. Que faut-il faire, me direz-vous? J'ai pensé à 5 points. Le premier, nous devons nous parler clairement, nommer les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, nous devons documenter les violations dans le monde entier. Troisièmement, nous devons amener ceux qui ont commis des crimes à rendre des comptes. Sans justice pour les victimes, aucune paix durable n'est possible. Quatrièmement, nous devons renforcer le multilatéralisme et le focaliser davantage sur son but primordial, la paix. Cinquièmement, nous devons utiliser la meilleure arme que l'être humain possède, le dialogue. Encore et encore. Il n'y a pas de paix sans dialogue, surtout quand on est en désaccord. Voilà, mesdames et messieurs, comment la Suisse est prête à chercher des solutions. Voilà comment nous sommes déterminés à travailler avec vous au sein de ce Conseil, dans l'intérêt de mon pays, tout comme des vôtres. Je vous en remercie. Merci, Excellence. Excellence, chers participants et participantes, j'ai à présent le plaisir d'ouvrir le segment de haut niveau de cette 52e session. Il devrait se terminer jeudi et sera suivi par le segment général sans interruption. Je suis fier d'annoncer que cette année, nous avons près de 146 dignitaires de haut niveau de toutes les régions du monde qui vont participer. Mesdames et messieurs, quelques informations administratives. Comme par le passé, conformément aux pratiques et aux normes intérieures du Conseil, il n'y a pas de possibilité d'interrompre un dignitaire par le biais d'une motion d'ordre. Toutes les demandes de droit de réponse pendant le haut niveau pourront avoir lieu, mais seulement à la fin du segment général. La longueur des interventions des dignitaires de haut niveau ne devrait pas dépasser 7 minutes et nous demandons à toutes les délégations de respecter ce temps de parole. En respectant le temps qui vous est imparti, vous permettrez à d'autres délégations d'intervenir lorsqu'ils sont prévus. Pour ce qui est des enregistrements, si nous ne recevons pas la vidéo 24 heures à l'avance, l'intervenant sera prévu plus tard en fonction des possibilités. Voilà, je vais m'en tenir là pour l'instant. Le segment de haut niveau peut commencer. Le représentant de la République démocratique du Congo, son Excellence Tselombo, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous êtes prié de venir à l'estrade. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement
Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif
plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou vetting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires, dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant dispositions générales applicables à la justice transitionnelle qui sera soumis au Parlement au courant de la session de mars prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda, et le Codeco se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo dont ils se réclament pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays, qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière, est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. À ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dits actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro
22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. Toujours dans le même ordre d'idées, le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués
sans procuration avocat de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs, il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraigne davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. And now let me invite... Je vais demander au président du Monténégro, son Excellence Milo Đukanović, de bien vouloir... Du Conseil de
des droits de l'homme à Genève. Le président de la République qui a mis 20 minutes exactement pour faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Occasion pour lui de démontrer clairement, avec preuve, tout ce que le Rwanda fait subir à la République démocratique du Congo. Guillaume Modimola, je vous ai vu prendre note. Est-ce que rapidement on peut survoler les grandes lignes de ce grand oral du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci Giscard Koussema. Je retiens une phrase ou une citation très importante du président Félix-Antoine Tshisekedi où il dit « Il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés publiques et des libertés fondamentales que la guerre. Il faut que les guerres cessent pour que les droits humains soient directement, pour que les êtres humains jouissent directement de leurs droits. Il faut que les guerres cessent. Parce que dans cet espace qu'est la République démocratique du Congo, surtout du côté de l'Est de notre pays, on a commencé à banaliser les crimes. Il y a eu tellement de tueries, c'est comme ça qu'on voit les populations descendre souvent dans les rues pour réclamer plus de justice, plus de garanties des droits fondamentaux. Et le président de la République n'a pas cessé de dire que tout ceci bloque notre progression, parce que tout ceci bloque la progression de la République démocratique du Congo pour l'accession de ces pays dans tous ces droits fondamentaux. Merci Guillaume Modimola. Nous rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la nuit de ce dimanche à Genève. Et là, il vient de prendre la parole devant les conseils de droits de l'homme qui s'est réuni en sa 52e session à Genève. Et il est le tout premier à s'exprimer dans ce qu'on appelle le segment des très hauts niveaux. Une occasion unique et spéciale pour lui de faire le plaidoyer de son pays par rapport à toute la situation que nous sommes en train de vivre. Le président de la République a commencé par rappeler tous les efforts qu'il fournit depuis son avènement à la magistrature suprême pour changer la donne dans le domaine des droits de l'homme. Il a dit que ce sont des faits avérés et vérifiables. D'abord, il a parlé de la fermeture de tous les lieux de détention illégaux qui existaient pour essayer d'humaniser notre système pénitentiaire. Il a parlé également de la libéralisation des activités publiques, des prises de parole aujourd'hui. Kinshasa, tout celui qui veut organiser une manifestation l'a fait. En 4 ans de ce premier mandat, aujourd'hui, nous mettons quiconque au défi de pouvoir nous montrer Kinshasa avec ses 20 millions d'habitants, jamais paralysé par une situation de marche pacifique. C'est lui qui veut réunir ces 10, 15... exactement, on a vu des partis avec 100, 200, 300 de ces militants choisir n'importe quelle artère de la capitale pour manifester sans qu'il ne soit interdit. Le président de la République a parlé du retour au pays et sans condition de tous les exilés politiques. Cela est visible. La libération également de tous les détenus politiques. On a vu le Franck Diongo qui était en train de croupir dans la prison, les Diomindongala, considérés comme des détenus politiques, sont sortis des prisons. Les exilés politiques, Moïse Katumbi en est un, et tous les autres qui sont rentrés. Et donc ça, c'était des actions. Et puis, il est revenu sur son souhait par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la justice transitionnelle, parce que la justice va aussi avec la réparation. Oui, il a plaidé... Une sorte de commission vérité et réconciliation. Exactement. C'est une justice qui n'a pas de juge, qui n'a pas de tribunaux en soi, mais ce sont le notable,
les communautés, les responsables des communautés, des barzas, comme on qui se voient et qui lavent leur linge sale en famille, comme ça a été fait en Afrique du Sud et ailleurs. Alors ici, le président de la République a également évoqué son souhait de créer une espèce de tribunal international pénal pour les crimes odieux qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo et dont les acteurs sont connus et se pavanent souvent dans... ils vont bivouaquer dans tous ces pays qui sont en train de soutenir ces mouvements terroristes et principalement le Rwanda. Et pour la première fois, le chef de l'État a parlé de cette loi qui va finalement formaliser le fonds de réparation aux victimes. Et ça, on le sait que la distinguée première dame de Fonarev est très impliquée pour que cette loi soit enfin déposée au niveau de chambre du Parlement. En ce qui concerne le trafic d'êtres humains, il y a un mécanisme local interne, effectivement, qui permet de gérer ces genres il y a toute une coordination au niveau de la présidence de la République sur qui gère cette situation de trafic d'êtres humains. Ok. Et le président de la République ne pouvait pas ne pas ouvrir une fenêtre sur le Rwanda. Et là, on l'a senti dans son regard, dans les tons, dans sa prise de parole. Il a étayé clairement comment ce pays est en train de soutenir les mouvements terroristes du M23. Et pour ceux qui doutent de sa parole, ils peuvent au moins faire foi au rapport des experts des Nations Unies. C'est un rapport de septembre 2022. Il y a un autre qui est actualisé de janvier 2023. Alors si on peut douter du rapport du gouvernement congolais, au moins on peut faire foi à celui des experts des Nations Unies qui ont réuni justement ces conseils de droits de l'homme. Pour mettre fin au prétexte fallacieux de la présence des anciens rebelles rwandais, FDLR, comme si nous on était en intelligence. Oui, le Rwanda a souvent dit effectivement, lorsque le Congo était absent dans ce genre de réunions, lorsque le Rwanda prenait la parole, c'était pour dire la République démocratique du Congo utilise des FDLR. Alors là, nous allons dire les choses clairement. Les FDLR sont sortis du Rwanda en 1994. Nous sommes en 2023. À moins de me dire que ces FDLR avaient 1 an, c'était des bébés FDLR, mais sinon c'était des combattants. Quel âge devaient-ils avoir? Ce sont des immortels, en fait ces gens-là, ils résistent à l'âge, on peut dire qu'ils sont là et actifs. Donc c'est une génération appelée à disparaître. Donc s'ils existent, c'est des groupes résiduels. Et aujourd'hui, on n'a jamais vu des images pour voir, voilà, un responsable FDLR à parler dans tel ou tel média ou à mener telle action sur le Rwanda, si c'est des actions qu'ils pouvaient mener, mais pour un territoire de quelques mètres carrés qui fait pratiquement l'espace de Kinshasa, centre-ville, jusqu'à Maluku, je crois que les FDLR auraient fait tout ce qu'ils pouvaient. Donc, c'est un argument fallacieux, et pour démontrer que cet argument est plus fallacieux, aujourd'hui, voilà, on parle des terres. On ne sait pas à quel siècle ces terres avaient été arrachées. On vient chercher des terres à Massissi, à Bunagana, et donc là, comme l'a dit le président de la République avec fermeté, je crois qu'aucun centimètre carré ne sera offert à qui que ce soit. Et donc on connaît désormais ces gens, ce n'est plus la protection des populations, parce que dans ces territoires qui sont sous invasion... Même le prétexte de soutenir ou de protéger le rwandophone ne tient pas. Oui, cette histoire des rwandophones, c'est une nébuleuse, parce que il y a des langues congolaises, la phonie, si on peut dire ça, ne peut pas être un objet de discrimination, parce que dans toutes nos langues, on peut faire des regroupements de langues. Donc, parler de la rwandophonie, c'est quelque chose d'absurde. Voilà, donc nous venons de terminer cette édition spéciale. Nous rappelons que le président de la République est arrivé dans la nuit de ce dimanche
à Genève, en Suisse, à la Confédération helvétique. Il y est allé pour participer à ces segments de haut niveau à l'occasion de la 52e session du Conseil de droits de l'homme. Il était préparé et programmé comme étant le tout premier chef de l'État, et c'est une première pour la RDC. Il l'a fait. Bien avant lui, vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies qui a parlé, vous avez suivi le patron de la diplomatie helvétique qui a parlé, et d'autres encore. Donc c'est une, on peut dire, mission accomplie pour le président de la République. Il a porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Il a mis la communauté internationale devant ses responsabilités, et donc il reste maintenant aux Nations Unies, au monde entier, à toutes les personnes, toutes les nations prises de paix, de pouvoir prendre à bras le corps cette situation et de pouvoir y apporter des solutions, parce qu'on ne sait pas, au-delà des Nations Unies, quelle autre preuve on peut encore donner. Au-delà de ce que le président de la République vient de déclarer, il y a des rencontres également qu'il va effectuer maintenant. Je crois qu'il va effectuer des rencontres bilatérales et multilatérales au niveau de Genève, parce qu'au-delà de la parole qu'il a apportée, il a maintenant, voilà, il va déposer des preuves, la documentation et tout. Et donc, on peut penser que dans les jours qui suivent, il y aura des actions concrètes de la part de cette communauté internationale. Mais dans tous les cas, la République démocratique du Congo va user de son droit de souveraineté pour défendre son peuple et son territoire, et que tous ceux qui sont derrière les groupes armés n'ont qu'à bien se tenir. Guillaume Modimola, vous avez un mot à ajouter? Non, je vous remercie, M. Giscard Koussema. On a suivi, nous tous, cette 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse, où le président de la République a été le premier président congolais qui a pris la parole, et il a fait le plaidoyer pour la RDC. Il a dressé le tableau ô combien flatteur des droits de l'homme en RDC. Mais malheureusement, il a démontré aussi que les droits de l'homme sont sérieusement bafoués au niveau de l'Est du pays, et il a demandé l'implication des Nations Unies et donc de la communauté internationale pour nous aider à annihiler cette forme de bafouement des droits de l'homme. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette page spéciale. Nous allons revenir dans les minutes qui suivent avec cette intervention du président de la République pour comprendre tout le plaidoyer présenté par le chef de l'État en faveur de notre pays. Merci à toute l'équipe qui a participé à cette page. Au revoir, on vous retrouve dans les prochains jours.